Dimanche 17 mai 2020, fidèles téléspectateurs de Chérif La Télévision, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. Fidèle à ses engagements, le rassemblement des animateurs et journalistes des radios privées avec le soutien du professeur Gaussou Kalilou Berté a organisé sa traditionnelle rupture de jeûne collective couplée à une distribution de denrées alimentaires à des veuves. Parrainée par l'Alabi, cette cérémonie humanitaire a vu la forte participation des hommes de médias, des disciples et sympathisants de Gaussou Kalilou Berté ce samedi 16 mai à son domicile. Reportage Samaïra Sanogo. Le Ramadan est un mois sacré orné souvent par des actes de bienfaisance et d'entraide. C'est fort de cette conviction que le rassemblement des animateurs et journalistes des radios privées en parfaite collaboration avec le professeur Gaussou Kalilou Berté, affectueusement appelé l'Alabi, a organisé cette rupture collective de jeûne, et cela pour ne pas rester en marche des vertus de ce mois béni. Nous avons l'habitude d'organiser cette rupture de jeûne, mais on avait l'habitude de le faire dans la grande mosquée de Bamako. Cette année, comme il y a une pandémie qui bouleverse le monde, donc on ne peut pas rassembler les gens, donc on a décidé de le faire chez un grand, un grand leader religieux, chez Gaussou Kalilou Berté. Donc c'est pourquoi nous sommes là, ici, pour lui remercier, parce que chaque année, il nous accompagne. Et cette année aussi, il nous a dit qu'il va nous accompagner et il a décidé aussi d'aider les pauvres. C'est pourquoi nous avons décidé de venir chez lui ici. 12 sacs de riz, autant de mille et des bidons d'huile remis à 12 veuves est l'une des retouches positives de cette cérémonie de rupture collective du rassemblement des animateurs et journalistes des radios privées cette année. Après réception de ces vivres, les bénéficiaires ont eu des expressions appropriées pour remercier le donateur de ce geste humanitaire qui va beaucoup soulager leur calvaire en cette veille de fête. Le mois de Carême était un mois béni. Donc il est demandé à tout musulman de venir en aide à son prochain. Parce que la religion musulmane, comme dit nos prochers, la religion musulmane doit venir en aide d'abord à son prochain et aider les pauvres, ceux qui n'ont pas à quoi manger ou ceux qui ont à manger mais qui n'ont pas assez à manger. Il faut que les riches, parce que comme quand on prend le mois de Carême, ça doit rappeler le riche comment vit le pauvre. Donc cette initiative-là, vraiment, on doit le saluer et tout le monde doit faire pareil aussi. Tout le monde doit copier comme ce que l'Alabi vient de le faire. Le professeur Gaussou Kalilou Berté, connu sous l'appellation l'Alabi, parrain de la cérémonie, se réjouira de cette initiative du rassemblement des animateurs et journalistes des radios privées qui se fixe pour mission de venir en aide aux personnes nécessiteuses en ce mois béni de Ramadan qui se tient dans un contexte impacté par la pandémie du Covid-19 et ses nombreuses conséquences. L'occasion fut opportune aussi pour les organisateurs de remercier le parrain pour sa bonne volonté. Un grand remerciement d'abord envers lui, envers ses femmes plutôt, et envers toutes les personnes, toutes les bonnes volontés qui accompagnent aujourd'hui le professeur Gaussou Kalilou Berté. Vraiment, on ne fait que le remercier et on ne peut cesser de le remercier. Il nous accompagne dans tous les domaines, pas seulement ça, il nous accompagne dans tous les domaines. Et il est là pour tous les hommes de médias. Vraiment, c'est quelqu'un qui a toujours été là pour nous et qui a toujours été là pour son pays et qui a toujours été là pour les musulmans. Vraiment, on le remercie infiniment. Cette rupture de jeûne, qui est à sa 6e édition, est le fruit de la bonne coopération des animateurs et journalistes des radios privées avec l'appui financier de l'Alabi. Des plats de l'huissier, de la viande grillée, accompagnés de la boisson fraîche et du jus de fruits ont agrémenté cette cérémonie de rupture collective. Vivement l'édition suivante. Et le secteur des pâtisseries boulangers a été sérieusement plombé par l'instauration du couvre-feu au Mali. La levée de cette mesure a-t-elle permis une amélioration de la production du pain tant prisé par les citoyens lambda? Quel regain d'intérêt constate-t-on dans ce secteur en cette période de Ramadan? Élément de réponse dans ce sujet de la rédaction réalisée par Alhamidou Badini.
La pandémie de coronavirus aura touché quasiment les différents secteurs au Mali, rendant ainsi difficile l'obtention de la pitance quotidienne. Dans un pays où la majeure partie de la population vit au jour le jour, les activités génératrices de revenus connaissent un ralentissement remarquable avec le Covid-19. Comme le transport, le tourisme, l'hôtellerie ou encore l'éducation, les boulangeries ne sont pas épargnées par cette crise sanitaire. Et ça a un peu infecté le travail parce que vu la situation, c'était pas facile. Les marchés, ça commençait de 17h à 0h parce que toute la journée, il n'y avait pas beaucoup de marchés. Bon, le couvre-feu, le président de la République a dit ça commence à 21h. Vraiment, ce n'était pas facile. Si ce secteur accuse déjà des difficultés, il faudra tout de même souligner que l'instauration du couvre-feu avait mis à mal ce domaine d'activité qui travaille nuitamment surtout pour pouvoir satisfaire la demande. Oui, effectivement. Pendant la période de couvre-feu, vraiment, ça nous a passé une période très difficile. Ça nous réduit notre production dans la journée. Vraiment, on a eu assez de problèmes. On a perdu des clients, on a perdu vraiment assez de ressources. Vraiment. Maintenant, cette fois-ci, avec le couvre-feu, pour le moment, ça a été fini. Vraiment, notre production est en train d'augmenter maintenant de temps en temps. Mais jusqu'à présent, on n'a pas eu notre production réelle. Si la levée du couvre-feu est saluée de façon générale par les citoyens, elle l'est plus pour les travailleurs nocturnes, tailleurs et boulangers en particulier, surtout en cette veille de fête de Ramadan. Avec le couvre-feu, ça ne valait pas, c'était pas du tout facile. Mais actuellement, les choses ont changé, ça va un peu. Malgré, les temps sont un peu durs. Avec tout ça, donc ça va petit à petit. Il y a la fête aussi qui s'apprête. Nous sommes en train de s'apprêter pour les préparations de la fête. Ça va un peu. Force est de constater que des difficultés persistent dans le secteur de la boulangerie et de la pâtisserie en cette période de pandémie. Cependant, la levée du couvre-feu a engendré un regain d'intérêt en cette période de carême, à quelques jours seulement de la fête de Ramadan. Actualité hors de nos frontières, l'Institut Pasteur reconnaît des dysfonctionnements dans l'analyse des tests Covid-19 transmis aux autorités malgaches le 6 mai. La présidence avait estimé le chiffre de 67 cas positifs trop élevé et avait mis en doute la qualité du travail de Pasteur. Une contre-expertise n'a finalement relevé que 5 cas, suivant ce commentaire de Moussa Fomba. C'est le président de Guinée-Bissau, Umaru Sissoko Embalo, en visite à Abuja, qui a remis à son homologue nigérien la potion. Le président nigérien a assuré que le breuvage serait testé par les scientifiques. Nous avons des institutions et des procédures. Une telle potion doit leur être envoyée. Je n'en permettrai pas l'utilisation sans autorisation de nos institutions, a déclaré Mahamadou Buhari. Le Nigeria recensait officiellement samedi plus de 5400 cas d'infection au coronavirus, dont 171 décès, mais le pays le plus peuplé d'Afrique effectue un nombre insignifiant de tests par rapport à ses quelques 200 millions d'habitants. La forte augmentation du nombre de décès, pour la plupart inexpliqués dans le nord du pays, fait craindre une forte propagation du coronavirus. Madagascar a fourni à sa population et à plusieurs pays africains un breuvage à base d'Artemisia, une plante à l'effet thérapeutique reconnue contre le paludisme, en affirmant qu'il prévenait et soignait le Covid-19. Les éventuels bienfaits de cette tisane, baptisée Covid Organics, n'ont toutefois été validés par aucune étude scientifique. L'Organisation mondiale de la santé a mis en garde les dirigeants africains contre la tentation de promouvoir et d'utiliser la potion malgache sans test scientifique préalable. Le président malgache André Rajoelina a balayé lundi les critiques sur l'efficacité et les dangers de ce breuvage en dénonçant une attitude condescendante envers la médecine africaine. Le président nigérien Muhammadu Buhari a reçu samedi plusieurs sachets de la tisane à base d'Artemisia que les autorités malgaches vantent comme un remède contre le nouveau coronavirus. Nous restons avec Alhamidou Badini.
L'Institut admet aujourd'hui que des échantillons sains ont pu être accidentellement contaminés, mais sans que l'on sache à quel moment, avant ou après leur arrivée à l'Institut. Le gouvernement malgache avait donc demandé de refaire les tests sur de nouveaux prélèvements. Sur les 55 échantillons qui sont parvenus à l'Institut Pasteur, seuls 5 cas positifs ont été détectés par l'IPM et par le CCIN, Centre d'infectiologie Charles Mérieux. De 66 cas positifs à 5, la différence est de taille. Un échantillon d'une charge virale exceptionnelle a pu contaminer une série entière, précise André Spiegel, directeur de l'Institut Pasteur. Une contamination involontaire aurait pu impacter toute la chaîne depuis le prélèvement des échantillons à l'hôpital jusqu'à leur arrivée à l'Institut, ce qui a abouti à de faux positifs selon le directeur qui évoque cette hypothèse. Nous effectuons les tests uniquement sur les prélèvements qui nous sont parvenus par le ministère de la Santé, explique encore André Spiegel. Y a-t-il eu contamination pendant l'acheminement, ce qui relève des autorités de la santé malgache ou au sein de l'Institut? Et où se situe la responsabilité? Toujours selon le directeur de l'Institut Pasteur, l'enquête interne n'a pas révélé de dysfonctionnement dans le processus de diagnostic. Il l'assure, les conditions d'hygiène et de sécurité ont été respectées. Le ministère de la Santé a fait sa propre enquête sur l'acheminement des prélèvements. Les résultats ne sont pas connus à ce jour. Madagascar est actuellement dans une tendance à la hausse. Les derniers chiffres font état de 230 cas positifs au Covid-19. Et l'actualité africaine et internationale est commentée par Al-Hamidou Badini. Difa, la grande ville du sud-est du Niger, à la frontière avec le Nigeria, déjà attaquée à 2 reprises ces dernières semaines par des djihadistes, a été visée samedi par des tirs de roquettes, a affirmé des témoins à l'AFP. Les autorités n'ont pas encore réagi à ces attaques. Les BH, le groupe djihadiste Boko Haram NDLR, ont visé la compagnie militaire située à l'entrée de la ville, le pont de Douchi, mais sans faire de victimes, a affirmé à l'AFP Harry Maman, un habitant de Difa, ville de 200 000 habitants. Une roquette est tombée vers le pont de Douchi, non loin du poste frontalier militaire nigérien, a-t-il ajouté. Tôt ce matin, la ville de Difa a été réveillée par des bruits assourdissants de détonation, a écrit Mara Mamadou Abdou, une figure de la société civile de Difa, sur Facebook. Un avion de reconnaissance a survolé la ville et les forces de défense et de sécurité ont pris position en quadrillant la ville avec des dispositifs impressionnants, a-t-il poursuivi. Le pont de Douchi, qui relie le Niger au Nigeria, est situé à une dizaine de kilomètres du sud de la ville de Difa. Le 3 mai, d'importants combats ont opposé l'armée nigérienne à des djihadistes du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, issus d'une scission de Boko Haram près de ce pont. Le 9 mai, des échanges de tirs ont opposé les 2 camps dans le même secteur, selon les autorités nigériennes. 2 soldats nigériens ont été tués et 3 blessés dans l'attaque du 3 mai, selon un bilan du ministère de la Défense. Mercredi, le Niger a affirmé qu'au moins 75 terroristes de Boko Haram ont été tués lundi dans 2 opérations militaires dans le sud-est du pays et en territoire nigérien. Plus de 5 millions d'électeurs béninois sont convoqués ce dimanche 16 mai aux urnes pour les élections communales, la 4e depuis le renouveau démocratique de février 1990. Les conseillers municipaux de 77 communes seront élus. 5 partis d'opposition sont en course pour les élections communales de ce dimanche, 4 formations pro-talons et un seul parti d'opposition, la FCBE, affaibli par la démission de son fondateur, Boni Yahi. L'USL de Sébastien Ajavon et Restaurer l'espoir de Candide Azanaï sont en revanche absents. Les 5 partis en compétition présentent des listes dans les 546 arrondissements. La réforme électorale a privilégié l'ancrage national et impose désormais le parrainage à tous les candidats à l'élection présidentielle de 2021. Et ça se joue déjà à l'occasion de ces communales. Pour présenter un candidat en 2021 à la présidentielle, l'opposition qui n'a aucun député au Parlement devra gagner au moins 16 communes pour garantir les 16 parrainages requis. Quelques 12 000 membres des forces de sécurité sont déployés. Ils auront notamment pour mission de faire respecter les gestes barrières, lavage des mains, distanciation sociale et le port de masque dans les centres de vote. Selon le ministre de la Santé, le gouvernement a fourni à la commission électorale 5 millions de masques et 30 000 flacons de gel hydroalcoolique.
Les bureaux sont ouverts à 7h et ferment à 16h, heure locale. Compte tenu du contexte politique et sanitaire, le taux de participation sera particulièrement scruté. Considéré comme le financier du génocide au Rwanda qui fit au moins 800 000 morts en 1994 d'après l'ONU, Félicien Kabuga a été arrêté dans la matinée de ce samedi 16 mai près de Paris. Le parquet général indique qu'il résidait à Asnières-sur-Seine sous une fausse identité. Les États-Unis avaient même promis une récompense pouvant aller jusqu'à 5 millions de dollars pour sa capture. L'homme d'affaires est considéré comme l'architecte financier du génocide. Proche du pouvoir, il était membre de l'Akazu, un cercle d'hommes influents dirigé par la femme de l'ex-président rwandais. Félicien Kabuga est accusé d'avoir formé des milices responsables de massacres au Rwanda. Avec d'autres, Félicien Kabuga se charge aussi d'armer les esprits, reproche l'acte d'accusation. Il présidait la radio-télévision libre des Mille Collines qui diffusa des appels au meurtre des Tutsis et le Fonds de défense nationale qui collectait des fonds destinés à financer la logistique et les armes des miliciens. En procès, il devra répondre de 7 chefs d'accusation pour génocide et crimes contre l'humanité. Pour l'instant, nul ne sait si cet homme de 84 ans sera jugé à Arusha ou à La Haye après sa comparution devant la Chambre des mises en accusation à Paris dans les prochains jours. Félicien Kabuga, dans un premier temps, doit être transféré à La Haye. Il devra alors dire s'il plaide coupable ou non coupable des crimes reprochés. La pulvérisation des espaces publics n'est pas recommandée pour tuer le virus car cela est dangereux et peu efficace, a mis en garde l'Organisation mondiale de la santé. Pulvériser ou fumiger du désinfectant dans les rues, comme certains pays le font, ne permet pas d'éliminer le nouveau coronavirus et pose un risque sanitaire, a averti samedi l'Organisation mondiale de la santé. La pulvérisation ou la fumigation d'espaces extérieurs tels que les rues ou les marchés n'est pas recommandée pour tuer le virus Covid-19 ou d'autres pathogènes, car le désinfectant est inactivé par la saleté, explique l'OMS dans un document sur le nettoyage et la désinfection des surfaces dans le cadre de la riposte au nouveau coronavirus. Même en l'absence de matières organiques, il est peu probable que la pulvérisation chimique couvre correctement toutes les surfaces pendant la durée du temps de contact nécessaire pour inactiver les agents pathogènes. Et d'ajouter, en outre, les rues et les trottoirs ne sont pas considérés comme des réservoirs d'infection du Covid-19. Liu Wei, chef de la mission diplomatique chinoise en Israël, a été retrouvé mort ce 17 mai à son domicile près de Tel Aviv. Une enquête est en cours. Actuellement sur place, la police a bouclé l'entrée du bâtiment. Des agents enquêtent sur les lieux. Selon un média, les ambulanciers paramédicaux n'ont remarqué aucun signe de violence contre l'ambassadeur. D'après les premiers indices, une insuffisance cardiaque serait à l'origine du décès. Le ministère des Affaires étrangères a de son côté confirmé la mort du diplomate, entré en fonction en février. L'ambassade de Chine a toutefois déclaré qu'elle ne pouvait pas encore confirmer ces informations. Le directeur général du ministère israélien des Affaires étrangères, Yuval Roten, a présenté ses condoléances auprès de l'adjoint de l'ambassadeur et offert son assistance à l'ambassade de Chine en cas de besoin. Ainsi se referme cette édition d'information. Merci de votre aimable fidélité au programme de Chérif La Télévision. Passez un excellent moment en compagnie de nos programmes. Bonsoir.